C'est dur d'avoir 20 ans en 2020. Et ça a été encore le cas en 2021. Les campus universitaires sont restés vides une grande partie de l'année, les étudiants ont été cloîtrés chez eux, isolés devant leur ordinateur, sans aucune vie sociale, la précarité économique a bondi, les distributions alimentaires se sont multipliées face à l'urgence de la crise, sans parler des conséquences psychologiques, l'avenir peut paraître incertain et tous les étudiants ont le sentiment d'avoir été mis de côté durant un an par le gouvernement. Voilà le tableau de nos journées passées sur le terrain aux côtés de celles et ceux qui ont pu souffrir, mais qui ont aussi agi pour s'en sortir et aider les autres. Durant des mois, le quotidien de Camille, comme celui de presque tous les étudiants en France, s'est résumé à son appartement. Avec l'avantage pour elle malgré tout d'avoir la mer Méditerranée en toile de fond, mais sans la possibilité d'aller sur la promenade des Anglais, confinement oblige. Les cours à distance ont rythmé cette année universitaire avec tous les désagréments que cela peut causer. Par écran interposé, les leçons ne sont agréables pour personne et les journées peuvent paraître bien longues. En fait, tu te lèves, tu prends un café, tu fais ta routine et tu te cales à ton bureau. Moi, j'ai même pas de bureau, c'était ma table. T'allumes Zoom et c'est vraiment, t'as l'impression d'être un robot à fixer un écran. Et ouais, t'as l'impression de tourner en rond, les jours se ressemblent. Moi, je sais par exemple que j'ai des voisins hyper bruyants. Quand j'ai dû passer mes partiels par écrit sur Zoom pendant 3 heures, j'ai été obligée d'avoir des bouchons d'oreilles pour pas entendre mes voisins en train de crier. J'ai aussi un chat, donc pendant Zoom, mes Zooms, ils venaient devant la caméra, ils éteignaient mon micro. Il y avait toujours plein de petits imprévus qui venaient me déconcentrer et que j'aurais pas eu si j'avais été en amphi dans des conditions normales, quoi. Dans ce contexte, compliqué de trouver du sens aux études que l'on mène ou même parvenir à se motiver pour garder le cap, le manque d'échanges se fait ressentir et on peut se rendre compte de toute l'importance des relations humaines dans la réussite des études. Quand t'es vraiment tout seul et tu peux pas parler à des gens, tu peux pas te dire en te regardant dans un miroir « Allez, aujourd'hui ça va bien ». C'est compliqué, il faut forcément qu'il y ait un peu une interaction. Et c'est très difficile de se remettre en selle et de se persuader soi-même d'aller bien, quoi. Alors qu'il n'y a rien qui fait que ça peut bien aller, entre guillemets, quoi. Les étudiants ont souvent été oubliés dans les discours officiels. Eux non plus n'ont pas eu de lumière annoncée au bout du tunnel, alors forcément l'angoisse que la situation s'éternise n'est jamais bien loin. Au niveau du moral, le fait de ne pas pouvoir sortir, d'avoir des maux de tête, ça a beaucoup joué moi sur ma santé mentale. Je ne vais pas mentir, j'ai fait une petite dépression et je pense qu'on était nombreux dans ce cas-là. Des fois, t'as pas envie de sortir du lit, des fois t'allumes ton Zoom, tu coupes la caméra, t'es dans ton lit et t'écoutes. Et des fois même t'écoutes pas, t'es juste là pour qu'on voit que t'es connecté. Moi, de base, je suis insomniaque, donc le fait d'être tout le temps sur les écrans, forcément ça va pas arranger les choses. Puis je suis quelqu'un qui suis pas mal en proie aux crises d'angoisse, crises d'anxiété. Et le fait d'être dans la compréhension, d'être aussi dans l'appréhension, de pas savoir ce qui va se passer, ça a un petit peu aggravé mon cas. Je faisais des crises d'angoisse un petit peu à répétition. Donc oui, j'ai pris des antidépresseurs et j'ai pris des anxiolytiques pour essayer de me calmer, parce que sinon vraiment j'allais pas m'en sortir, quoi. J'étais pas en état de crise au point de me dire que j'allais pas survivre à cette année, comme certains étudiants ont malheureusement eu ce ressenti-là. Finalement, par petits groupes et à raison d'1 jour par semaine, les étudiants ont pu reprendre le chemin de la fac pour rompre avec cet isolement forcé et améliorer la réussite de leurs études. Les étudiants ont souvent été montrés du doigt, on les accusait de pouvoir faire flamber l'épidémie, et pourtant ils ont su faire preuve de responsabilité malgré le peu de confiance accordé par le gouvernement. On était tellement heureux et soulagés de se retrouver que jamais on n'aurait pris le risque de faire n'importe quoi et qu'on nous retire encore une fois cette chance de retourner en amphi. Tout ce qu'on voulait, c'était vraiment bosser en fait. On voulait juste travailler normalement. La situation a été difficile pour suivre les cours à distance, mais il faut aussi ajouter à ce constat la précarité qui se creuse en France dans les universités. Avant la crise sanitaire, 22,7% des étudiants vivaient déjà sous le seuil de pauvreté, une problématique qui s'est forcément aggravée vu que 46% des étudiants travaillent normalement pour financer leurs études. Avec le coup de frein économique, la fermeture d'entreprises ou de restaurants, des jeunes se sont retrouvés complètement privés de revenus pour pouvoir manger correctement. Dans ce local prêté par la mairie de Lyon, ça a été l'effervescence toute l'année pour le collectif de solidarité étudiante. Ici, les fruits, les légumes, les conserves ou encore les produits d'hygiène, tout est gratuit. Chaque bénéficiaire est accompagné par un bénévole et la rencontre commence par une question toute simple. Du coup, tu t'appelles comment ? Marie. Marie ? Oui. Ok. Et tu fais quoi comme études ?
Mélina, elle-même étudiante, donne un peu de son temps pour venir en aide à certains de ses camarades. Je trouve que c'est une noble cause et je trouve aider surtout les étudiants dont on n'a pas beaucoup parlé, des étudiants, on a été un petit peu les oubliés, donc je trouve ça pas mal, vraiment je trouve que c'est vraiment une bonne action. Parce que ça fait du bien aux personnes qui viennent ici, oui. Pas que... surtout voilà, ça leur fait plaisir de parler, parce qu'ils sont tout seuls chez eux certains, donc ça leur fait vraiment du bien d'avoir un contact, de parler, on discute un peu avec eux, on leur demande comment ça va. Ok, ensuite là, parmi tout ce que tu vois là, salade, endives, poireaux, betteraves, choux, t'as le droit d'en choisir un. Ok, alors salade. Salade okay. Aux côtés de Mélina, Marie est en 2e année de master. Elle vient pour la première fois au local pour profiter de l'aide alimentaire. Elle a entendu parler de l'association grâce à une amie et aujourd'hui, elle peut repartir avec plusieurs sacs remplis. Tels que la farine, le sucre, il y a aussi du pain de mie, des gâteaux et du chocolat, même du chocolat. Le chocolat, ça aurait été impensable au supermarché ? Ah oui, enfin personnellement, c'est vrai qu'on privilégie les choses nécessaires quoi finalement et c'est vrai que bon, parfois on s'autorise de prendre du chocolat mais oui, c'est toujours un plus et là ça fait du bien de se dire OK, bon bah je peux prendre du chocolat, il y en a à volonté en plus et ouais, ça fait du bien quoi. Donc on a framboise, fraise, abricot. Je prends framboise. Framboise ? Ok. Ensuite, je vais aller te chercher tes œufs. Reste ici, j'arrive. Et puis, moi, mes parents sont agriculteurs et c'est assez difficile en ce moment. Et du coup, voilà. Et c'est vrai que c'est toujours... je trouve que c'est toujours bien d'avoir recours à ce genre d'association. Ces distributions alimentaires sont organisées chaque semaine par le collectif de solidarité étudiante. Depuis le début de l'année universitaire, 4 tonnes de denrées sont distribuées de façon hebdomadaire. À l'origine de cette association, Catherine Fillon est professeure de droit à l'Université de Lyon 3. Elle consacre l'essentiel de son temps libre au collectif, créé dans l'urgence lors du premier confinement, et elle a décidé de poursuivre ces distributions en 2021 face à l'ampleur de la situation. Quand on a repris au mois de janvier, quand on a ouvert nos créneaux au mois de janvier, les 300 places ont été prises en 4 heures. Donc là, on s'est dit, on va jusqu'au bout de l'année universitaire. Et maintenant, on s'est dit, bon, bah, il faut qu'on dure. Même au bout de l'année universitaire, il n'y aura rien de réglé. Donc, bien sûr qu'on est conscient que c'est une aide d'urgence, que c'est pas, qu'on ne résout pas les problèmes de fond. Mais au moins, bon, ça nous évite de voir ce qu'on a pu voir au printemps, des étudiants qui étaient verts de famine et qui tremblaient de faim, quoi. Si on peut au moins éviter ça, c'est ça de prix. Chaque semaine, Catherine Fillon voit passer 350 étudiants dans ce local, parmi eux certains de ses élèves, et elle constate que leur état ne s'améliore pas. Quand on a le ventre vide, on ne peut pas travailler. Pour ceux qui sont vraiment en grande précarité, il faut bien se dire une chose. Quand on se demande de quoi on va vivre demain, je ne pense pas qu'on puisse faire des études correctes. On ne peut pas avoir la qualité de concentration qui permet d'être serein. Pour faire des études, il faut au moins avoir cette sérénité matérielle. Donc là, tous ceux qu'on a là, à mon avis, ils sont très perturbés par ça. Donc là, je pense que l'idée d'un revenu étudiant, comme ça existe dans les pays du nord de l'Europe, c'est une excellente chose. Ça permet à ces étudiants qui ne sont pas soutenus par leur famille, soit qu'elles ne le veulent pas, soit qu'elles ne le puissent pas, de quand même faire des études dans des conditions correctes. Cette précarité, ajoutée à la solitude et parfois à la détresse psychologique, peut pousser à commettre l'irréparable. À Lyon, 2 étudiants ont tenté de mettre fin à leur jour en janvier. Une étude a été menée à l'Université de Rennes auprès d'étudiants pour mesurer l'impact du 2e confinement. C'est l'une des seules études réalisées sur cette période. À la question « Êtes-vous en détresse psychologique ?», 60,6% des étudiants répondent oui et 51,5% expriment un sentiment de solitude. Mais alors vers qui se tourner ? Des structures existent déjà au sein même des universités pour venir en aide aux étudiants, mais elles ont tout simplement été submergées. Elles sont souvent en sous-effectif. En France, on ne compte en moyenne qu'un psychologue pour près de 30 000 étudiants. Face à d'autres pays, la France semble à la traîne. Aux États-Unis, on compte un psy pour 1600 étudiants, 2600 en Irlande et 7300 en Autriche. Pour résumer toute cette problématique, il y a surtout un chiffre à retenir. En France, le nombre d'étudiants par psychologue est 8 fois plus élevé que la moyenne des autres pays. Alors pour faire face, le gouvernement a annoncé vouloir doubler les effectifs. En attendant, pour combler ce manque, certains donnent de leur temps pour venir en aide aux jeunes. C'est dans son bureau à l'intérieur de son appartement que Daniel reçoit certaines étudiantes. Face à leur détresse, c'était impossible pour cette psychologue à la retraite de rester sans rien faire.
D'une part parce que je pense que j'ai une expertise, une compétence que j'ai acquise, voilà. Et d'autre part, c'est une question d'éthique peut-être, hein, quand même. C'est-à-dire d'éthique et de politique, positionnement politique. Je pense que c'est une histoire de solidarité. De toute façon, on est tous embarqués dans un bateau qui, là, devient quand même, il prend l'eau un peu partout. Lors du premier confinement, les consultations se sont d'abord faites par téléphone, mais depuis la rentrée, la psychologue a proposé d'accueillir ses patientes ici, chez elle, pour qu'elles retrouvent un contact humain et une oreille attentive à laquelle se confier. Des effets de trauma, on les a déjà, avec les idées noires, suicidaires. Moi, j'ai eu ça, là, dans mes patientes. Elles sont affectées, troublées, désorganisées par la situation. Majoritairement, c'est l'angoisse qui est là, qui fait les troubles du sommeil, les troubles de l'appétit aussi. Bon, c'est vraiment l'angoisse qui est en première ligne. Dans ce contexte particulier, avec un manque de lien social et une perte de visibilité sur l'avenir, difficile pour ces jeunes de se construire. Alors pour les rassurer et les aider à avancer, il faut trouver les bons mots, mais pour Daniel, pas question d'occulter la difficulté de la situation actuelle. Il y a des zones d'enfer qu'il faut traverser dans nos vies tout le temps, hein, les uns les autres, on y passe un jour ou l'autre. Si on est rentré, c'est qu'il y a une porte de sortie. Donc voilà, déjà, je dis ça. Je dis oui, vous êtes en enfer. Il ne faut pas dire non, mais ça va aller, ça sert absolument à rien, c'est de la bêtise totale. C'est oui, vous êtes en enfer. Vous êtes rentré, vous allez ressortir, vous n'en faites pas. Pour le moment, impossible de dire si cette crise va laisser des traces sur le moyen et le long terme à cause de la solitude et des cours à distance. Les conséquences sur la mémoire, la capacité de travail et la concentration ne sont pas encore bien mesurées, mais il pourrait bien y avoir un impact négatif dans les années à venir. Pour accompagner les étudiants pendant cette crise, le gouvernement a mis en place plusieurs mesures. Des repas à 1 € pour tous les étudiants ou encore des chèques pour consulter gratuitement un psychologue, mais c'est encore loin d'être suffisant pour l'UNEF, le deuxième syndicat étudiant de France. Emmanuel Macron n'a eu cesse de le rappeler, son mot d'ordre pour gérer la crise du Covid, c'est « quoi qu'il en coûte ». Mais pour les étudiants, les dépenses consenties par le gouvernement ne semblent pas à la hauteur des enjeux et des problématiques qui se multiplient et qui se sont renforcées après des années de précarité. Concrètement, on ne le voit pas et il faut que le gouvernement arrête de nous dire on a tout fait pour les jeunes. On entend des Jean Castex sur Twitch nous dire qu'ils n'avaient pas lésiné sur les moyens pour les jeunes. Franchement, on a l'impression qu'on se moque de nous parce que si on a lésiné sur les moyens, il n'y a aucune aide qui a été donnée, qui touchait l'ensemble des étudiants et qui aurait été donnée tous les mois. C'est-à-dire que là, les étudiants ont besoin d'avoir de l'argent concret dans leur porte-monnaie qui leur permettent de payer leur nourriture, mais aussi leur loyer, d'acheter leur fourniture scolaire, de tout simplement vivre en fait. Et ça, on l'a pas. La seule aide financière qu'on a eue sur l'année 2020-2021, c'est une aide de 150 € donnée en décembre seulement aux étudiants boursiers. Et si on divise sur l'année, ça fait 12,50 €. Il faut quand même savoir que cette aide, on a dû se battre pour l'avoir, parce qu'au départ, ce n'était pas prévu. Donc on est bien loin d'un gouvernement qui n'a pas lésiné sur les moyens pour les jeunes. Mais on a fait le maximum. Je crois avoir fait le maximum. Le maximum, on peut sans doute toujours faire mieux. Un étudiant qui a perdu son emploi, il n'a pas d'allocation chômage, il n'a pas de RSA, il n'a pas de bourse qui va compenser cette perte d'emploi. Donc c'est ça la situation aujourd'hui, c'est ça qui crée de l'angoisse et qui fait qu'on a des étudiants qui en viennent à se suicider. Et même si on en parle moins, il y a encore des tentatives de suicide qui sont régulières dans les universités et ça c'est vraiment catastrophique. On n'a pas connu la guerre, mais la dernière fois que l'UNEF a dû organiser des distributions alimentaires, c'était après la Deuxième Guerre mondiale. Donc on est dans une situation qui est critique. Pour moi, on est une génération que le gouvernement est en train de sacrifier, mais on est surtout une génération solidaire. On est une génération qui, effectivement, a décidé de ne pas se laisser faire, s'est organisée elle-même pour trouver des solutions. La communication de l'État a aussi fait grincer des dents quand les étudiants voient Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, inviter des influenceurs à l'Élysée pour parler de la jeunesse, sans parler du président de la République qui sollicite des youtubeurs pour évoquer l'importance des gestes barrières. Ils sont en train de nous sacrifier, ils le savent, et donc tout ce qu'ils font, c'est faire un discours qui dit « nous ne vous sacrifions pas » et nous parlons à des gens qui vous ressemblent, et que vous regardez, que vous suivez sur les réseaux sociaux. C'est aussi très infantilisant de nous dire « vous connaissez pas les gestes barrières, vos influenceurs vont vous convaincre », comme si on avait juste besoin de ça et c'est bon, tous nos problèmes avaient disparu. On n'est pas des enfants, encore une fois, on est majeurs et vaccinés, et pas contre le Covid malheureusement, mais voilà. Et donc on a surtout besoin d'avoir des vraies réponses sur nos conditions d'examen, sur nos conditions de vie, sur la santé mentale, sur tous ces sujets-là.
Tous ces problèmes ne sont pourtant pas inconnus des politiques qui se sont emparés du sujet à l'Assemblée nationale. Mi-décembre 2020, un rapport parlementaire a été publié sur le sujet. Il est passé quasiment inaperçu et il dresse pourtant un constat accablant de la situation dans les universités. Le rapport évoque une rupture historique pour l'enseignement supérieur dont il convient de prendre la mesure et que la vie de campus est un vecteur d'émancipation, de lien social, de confiance en soi pour les jeunes. Son absence pèse indéniablement sur le bien-être moral des jeunes étudiants. Alors on peut se demander en toute connaissance de cause pourquoi, alors qu'on avait ce rapport, on a décidé de ne pas éviter ce naufrage. Durant cette crise, les étudiants ont clairement été laissés sur le côté durant plus d'1 an. Le rapport des parlementaires souligne les problèmes qui n'ont pas été réglés et la multiplication des aides alimentaires et d'associations de soutien montre bien qu'il y a un manque à combler. Le gouvernement a fait quelques efforts pour venir en aide à la jeunesse, mais il aurait pu aller plus loin, comme ça a été le cas sur d'autres volets économiques et sociaux. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Merci à tous les intervenants pour leur participation et leur confiance. Merci à David qui est à l'origine de ce reportage. Ça a été un vrai plaisir à faire ce travail d'équipe sur l'écriture, le tournage et le montage. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour soutenir mon travail, à liker, commenter et partager le reportage autour de vous. On se retrouve très bientôt, d'ici là portez-vous bien et tenez-vous informés.